Je pliais des draps dans la chambre d'amis, un rituel mécanique qui calmait mes pensées quand j'ai aperçu l'enveloppe. Elle était là, posée sur la petite commode en merisier, épaisse, d'un blanc crème formel qui détonnait avec le quotidien. Mon nom y était calligraphié, d'une écriture que je n'avais pas vue depuis près de 3 décennies. Une écriture qui avait autrefois décoré des cartes de vœux, signé des bulletins scolaires, griffonné des listes de courses. Pas d'expéditeur, pas la moindre trace de chaleur, juste une adresse, un nom. À l'intérieur, un simple message, aussi froid que le papier qui le portait. Boris Tchoukoté. Tu es invité pour la Toussaint, cela signifierait beaucoup pour les enfants. C'était signé de son prénom. Pas, avec amour, Chloé. Ni même, maman. Juste Chloé. Ma fille. 28 ans de silence. Pas un appel, pas une lettre, pas même une rumeur transmise par un cousin éloigné. Elle m'avait effacée de sa vie, complètement, comme si elle s'était débarrassée d'un poids mort. Et maintenant, alors que l'encre de mon héritage était à peine sèche sur les documents notariés, elle se souvenait de moi. Je n'ai pas pleuré en lisant ces quelques mots. Je ne l'ai pas déchiré non plus. Je l'ai simplement posé à côté de ma tasse de thé fumant et je l'ai fixé, le passé me pressant sur la poitrine comme un visiteur indésirable qui venait de frapper à la porte. Je n'avais pas besoin de son argent, je pouvais presque l'entendre penser, mais maintenant que j'avais le mien, je redevenais utile. Si vous avez déjà été oublié jusqu'à ce que l'on ait besoin de vous, si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si vous arrêtiez de demander pardon et commenciez à vous souvenir de qui vous êtes, alors restez avec moi. Parce que pour cette réunion de famille, j'ai apporté plus qu'un gâteau. J'ai y apporté la vérité. Avez-vous déjà fait confiance à la mauvaise personne? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de continuer, abonnez-vous. Je venais de finir de lisser le dernier pli du Drahus sur le lit d'amis quand je l'ai vu, niché entre la facture d'électricité et un catalogue de jardinage, comme si c'était un courrier ordinaire. J'ai failli la manquer. Mon nom était écrit d'une main soignée, la même qui avait autrefois étiqueté ses boîtes à goûter et signé ses autorisations de sortie. Il y avait une hésitation dans les tresses, comme si celle qui écrivait n'était pas sûre que je la reconnaîtrais encore. Mais je l'ai reconnue. Je l'aurais reconnue n'importe où. Chloé. Ma fille. L'enveloppe semblait plus lourde que la normale, un poids qui n'avait rien à voir avec le grammage du papier. Je l'ai emportée jusqu'à la table de la cuisine et je me suis assise, l'enveloppe posée devant moi, intacte. Il n'y avait pas d'urgence. Après 28 ans, je pouvais bien la laisser là quelques minutes de plus. Quand je l'ai finalement ouverte, le message était bref, poli, distant. Tu es invité pour la Toussaint. Cela signifierait beaucoup pour les enfants. Aucune excuse, aucune explication, aucune reconnaissance des années écoulées, des anniversaires manqués, des étapes de la vie que nous n'avions pas partagées, des décennies, pendant lesquelles ma voix n'était pas la bienvenue dans son monde, juste une invitation, une requête déguisée en générosité. J'ai lu la note 2 fois, puis une 3e. Mes mains ne tremblaient pas. Il n'y a pas eu de soupir dramatique, pas de larmes tombant sur l'encre. À la place, j'ai ressenti une sorte de quiétude que je n'avais pas connue depuis des années. C'était la quiétude d'une blessure qui avait déjà cicatrisé, le savoir que quelque chose avait été brisé il y a longtemps et que tout ce qui restait était l'espace où cela avait été. Je n'avais pas besoin de demander pourquoi elle me contactait maintenant. Ce n'était pas l'élan soudain de l'instinct maternel, ni le réveil de l'amour. C'était la fortune, l'héritage, ce que je n'avais jamais cherché mais que, d'une manière ou d'une autre, j'avais fini par obtenir. Quand Alain, mon défunt frère, son oncle et parrain, est décédé le printemps dernier et m'a laissé son patrimoine, la presse locale en a parlé. C'était une nouvelle mineure, régionale au mieux, mais suffisante pour qu'elle se propage, suffisante pour que quelqu'un lui transfère l'article, suffisante pour lui rappeler que la mère qu'elle avait abandonnée il y a si longtemps n'était plus seulement un nom sur un arbre généalogique, mais quelqu'un avec du poids, avec des biens. Elle n'avait pas prononcé mon nom depuis près de 30 ans, mais maintenant elle voulait qu'il soit écrit sur un carton à sa table de fête.
J'ai laissé la lettre sur la table et je suis retournée dans ta chambre d'amis, lissant le drap que j'avais déjà fini. Cela me donnait quelque chose à faire de mes mains. Elle m'avait demandé de rentrer à la maison pour les fêtes, mais je ne savais plus où était ma maison. La seule chose que je savais, c'est que je n'allais pas entrer dans cette maison comme la femme qui avait supplié d'être pardonnée. Cette version de moi-même était restée en arrière quelque part autour de la 15e année. Cette année, j'allais y aller en tant que quelqu'un d'autre. Pas la mère qui avait été effacée, mais la femme qui n'avait jamais disparu. Le temps a une façon de se replier sur lui-même quand on vit dans le silence. Les années ne s'étirent pas, elles se contractent, se compressent, jusqu'à ce que des saisons entières passent dans ça, laissées de traces, et soudain, une décennie s'est écoulée sans que vous vous en rendiez compte. C'était comme ça sans Chloé. Pas une douleur fracassante, pas de chaos, juste une immobilité. Un long silence ininterrompu là où se trouvait autrefois une fille. La dernière fois que je l'ai vue, elle a claqué la porte si fort qu'un cadre photo est tombé du mur du couloir. C'était une photo de nous deux dans la cuisine, les mains couvertes de farine, les miennes entourant les siennes pour la guider. Elle avait 17 ans, furieuse, implacable, le genre de colère qui ne laisse aucune place à la nuance. Ce jour-là, elle avait dit des choses qui ne laissaient de place à rien et je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas poursuivi sur le chemin de gravier. Je ne l'ai pas rappelé à l'intérieur. Je suis simplement restée là, les paumes de mes mains appuyées contre le papier peint, et j'ai écouté le crissement de ses pneus sur les cailloux, comme une ponctuation à la fin de tout. Elle a dit aux gens que je l'avais abandonnée, que j'avais choisi quelqu'un d'autre à sa place, que lorsque je me suis remariée, j'ai cessé d'être sa mère. Ce qu'elle n'a pas dit, ce que personne ne m'a jamais demandé, c'est ce qui s'est passé avant tout ça. Les années où je l'ai élevée seule, les nuits passées assise dans le noir, avec des factures dans une main et une bouteille dans l'autre. Le jour où j'ai trouvé le mot de son père et le vide qu'il a laissé dans nos vies. J'ai fait des erreurs. Je n'ai pas toujours su aimer sans laisser de marque. Mais je suis restée, même quand ça faisait mal, même quand elle ne me regardait plus dans les yeux. Elle est partie à 17 ans et n'est jamais revenue. Pas pour les vacances, pas quand son grand-père est mort, pas même quand j'étais à l'hôpital après l'accident de voiture qui m'a laissée sans force dans tout le côté gauche. Les infirmières m'ont demandé si elles avaient de la famille à appeler. Je leur ai dit que non, je n'avais pas la force d'expliquer que j'avais une fille qui me tressait les cheveux pendant que je corrigeais des copies, qui m'avait un jour appelé sa meilleure amie, qui ne m'avait pas adressé la parole depuis avant d'avoir l'âge de voter. J'avais l'habitude d'imaginer ce que je lui dirais si elle revenait un jour. Je me représentais des retrouvailles dramatiques, des larmes, des excuses. Mais après 28 ans, le fantasme s'est adouci, est devenu quelque chose de silencieux. Un seul mot, prononcé avec sens, aurait suffi. Maman, même chuchoté, même hésitant. Mais quand la lettre est arrivée, il n'y avait rien de tout ça. Pas de pont tendu, pas de règlement de compte. Juste une invitation à rentrer dans une pièce d'où l'on m'avait un jour expulsée, comme si les années écoulées n'avaient été qu'un problème technique, un malentendu. 28 ans de silence ne se terminent pas par une invitation à dîner. Mais cela vous dit tout sur la raison pour laquelle ils ont commencé, et sur ce dans quoi vous vous engagez vraiment. Il y a une forme particulière de deuil qui vient de la perte de quelqu'un qui est encore en vie. Ce n'est pas soudain, il n'y a pas de funérailles, pas de plat cuisiné déposé sur votre seuil. Juste une douleur lente et quotidienne qui s'estompe avec le temps, jusqu'à ce que même votre chagrin commence à ressembler à un souvenir. C'est ce que ça a été de perdre Chloé. Je ne l'ai pas pleuré d'un seul coup, je l'ai pleuré petit à petit. D'abord, ce fut le silence le jour de son anniversaire, puis son absence à Noël, puis le moment où j'ai réalisé que je ne savais plus où elle habitait, si elle aimait toujours la couleur verte, ou comment son rire avait changé avec le temps. Parfois, par instinct, dans des moments de faiblesse, je prenais le téléphone, juste pour me souvenir qu'il n'y avait personne à l'autre bout du fil. Même pas de la colère, juste rien. Quand les gens me posaient des questions sur elle, j'ai appris à sourire délicatement et à dire
Je changeais rapidement crois de qu'elle va sujet bien. avant que les questions suivantes n'arrivent. C'est devenu plus facile de les laisser croire que la distance était mutuelle, comme si nous étions simplement deux personnes qui s'étaient éloignées, plutôt que ce que c'était vraiment. Elle avait décidé de m'oublier, et j'apprenais à vivre avec. Au bout d'un moment, même la douleur s'est atténuée. J'ai cessé d'imaginer une réconciliation. J'ai cessé de rejouer de vieilles conversations dans ma tête, me demandant où j'avais échoué. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu un moment précis. Ce n'était pas une dispute, une trahison. C'était toute une vie de tensions, de malentendus si denses qu'aucun de nous ne pouvait plus respirer. J'ai essayé de lui écrire des lettres. Je garde encore les brouillons dans une boîte à l'étage, jaunis et jamais ouverts. Ils ne semblaient jamais justes. Trop désespéré, trop plein d'espoir. Et j'avais déjà appris ce qui se passait quand je faisais trop d'efforts pour elle. Je saignais. Alors j'ai laissé les années passer. Je les ai remplies d'autres choses. Des livres, du travail, de la solitude. J'ai reconstruit ma vie dans les espaces vides qu'elle a laissés derrière elle. J'ai planté des rosiers dans le jardin. J'ai suivi des cours du soir au centre communautaire. J'ai appris à apprécier les matins tranquilles et les vacances en solo, même si parfois le silence menaçait de m'écraser. Mais peu importe à quel point je remplissais ma vie, il y avait toujours une chaise vide dans mon cœur, et j'ai cessé d'essayer d'y asseoir quelqu'un d'autre. C'était la partie que personne ne comprenait. Je n'ai jamais cessé d'être sa mère. Même dans le silence, même dans la douleur, je la portais dans chaque partie de ma vie. Elle ne le savait pas, mais je célébrais ses anniversaires avec un cupcake et une bougie. Je regardais les défilés du 14 juillet chaque année et je me demandais où elle était. Je l'imaginais manger avec la famille de quelqu'un d'autre, rire à des blagues que je n'entendrais jamais. Alors, quand cette lettre est arrivée, elle n'a pas ouvert une porte. Elle a appuyé sur une vieille blessure. Une fille qui avait perdu une mère abandonnée. Et maintenant, on nous demandait à toutes les deux de prétendre que la blessure n'avait jamais existé. Il ne pleuvait pas le jour où elle est partie. J'avais l'habitude de l'imaginer ainsi, pour l'effet dramatique. Un ciel qui s'ouvre, du tonnerre, une toile de fond cinématographique pour une fille qui tourne le dos à sa mère. Mais le ciel était clair, sans nuages, une journée ordinaire de fin d'été, lourde de chaleur et de choses non dites. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air sentait les plants de tomates et le ressentiment. Elle avait fait ses valises la nuit précédente, en silence, avec soin, comme quelqu'un qui quitte un endroit qu'il a déjà pleuré. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Je me suis dit que ce n'était qu'une autre de ses déclarations, le genre de tempête qu'elle aimait provoquer avant de revenir au calme. Mais quelque chose, dans la façon dont elle pliait ses vêtements, me disait que ce n'était pas une crise de colère. C'était définitif. Elle venait d'avoir 17 ans, déjà grande, presque plus que moi, avec un regard perçant que je ne savais plus comment adoucir. Tout ce que je disais l'agaçait, tout ce que je faisais était mal. J'avais l'habitude de me dire que c'était juste l'âge, le poids d'un chagrin qu'elle ne savait pas comment porter. Son père nous avait abandonnés toutes les deux quand elle était petite, un homme qui aimait le son des promesses, mais pas le fardeau de les tenir. Elle demandait souvent où il était parti. Plus tard, elle a cessé de demander, et je suis restée avec l'absence des deux. Quand elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte ce jour-là, son sac de voyage sur l'épaule, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était vrai. « Tu ne m'as jamais vraiment vue, a-t-elle dit. Tu n'as vu que la fille que tu voulais que je sois. » J'ai voulu argumenter, expliquer, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'elle avait raison. J'avais passé tellement de temps à essayer de la protéger de la douleur que j'avais cessé de l'écouter quand elle l'exprimait. J'avais confondu le silence avec la paix. J'avais confondu la distance avec la croissance. Elle est sortie, et la moustiquaire a grincé derrière elle. Je suis restée dans le couloir, clouée au sol, mon cœur battant fort comme quand on sait que quelque chose se termine et qu'on ne peut rien faire pour l'empêcher. J'ai entendu la voiture démarrer. J'ai entendu le bruit des pneus sur le gravier s'éloigner. Et juste comme ça, la maison a changé de visage. J'ai gardé sa chambre exactement de la même manière pendant des années.
Ses livres, ses posters, le sweatshirt qu'elle avait laissé accroché au dossier de la chaise. Je passais l'aspirateur autour, je dépoussiérais ses étagères, et je me disais qu'elle reviendrait quand elle se serait calmée. Mais les saisons ont passé, et elle n'est pas revenue. Au début, j'ai essayé. Une lettre, un appel, un message à un cousin. Mais son silence était tranchant, intentionnel. Ce n'était pas un appel à l'aide, c'était une déclaration d'indépendance. Et après suffisamment de tentatives sans réponse, j'ai arrêté d'essayer. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je l'aimais. Et l'amour, avais-je appris, signifie parfois laisser quelqu'un partir, même quand il s'éloigne de vous. Quand votre enfant vous quitte, non par la mort mais par choix, vous ne le perdez pas seulement lui. Vous perdez la version de vous-même qui n'existait que parce qu'il existait. La gardienne, la protectrice, celle qui savait ce qu'ils voulaient pour dîner, le son de leurs pas, le regard dans leurs yeux quand ils étaient sur le point de rire. Quand Chloé est partie, je n'ai pas seulement perdu une fille, j'ai perdu la femme que j'étais devenue à ses côtés. Au début, j'ai attendu. Je suppose que c'est ce que font les mères. Nous attendons, le téléphone qui sonne, l'excuse dont nous prétendons ne pas avoir besoin, les pas sur le porche qui nous disent qu'ils se sont souvenus. J'ai attendu pendant les vacances et les anniversaires, pendant les matins tranquilles avec 2 tasses de café au lieu d'une. J'ai attendu avec de la culpabilité, puis avec du chagrin, puis avec quelque chose de complètement différent, quelque chose qui ressemblait à l'acceptation, mais en plus vide. J'ai cessé de garder sa chambre prête après la 5e année. Pas par colère, mais parce que cela me semblait malhonnête, comme si je préservais un musée pour quelqu'un qui n'avait aucune intention de revenir. Finalement, j'ai vendu la maison. Il y avait trop de fantômes dans ces murs. J'ai déménagé dans un endroit plus petit, plus simple. Pas d'escalier, pas de chambre d'amis, pas besoin d'expliquer pourquoi j'étais toujours seule à Noël. J'ai commencé à marcher le matin. J'ai appris à cuisiner pour une seule personne. Je me suis inscrite à un club de lecture local et j'ai arrêté de mentir quand les gens me demandaient si j'avais des enfants. Oui, répondais-je, puis je changeais de sujet. Personne n'insistait. Sans Chloé, j'avais un espace que je ne savais pas comment remplir. Le temps s'étirait. Au début, je le remplissais de distractions. Nettoyer, organiser, faire du bénévolat. Mais avec le temps, j'ai appris à l'habiter. Je suis devenue à l'aise avec moi-même. Je lisais le journal lentement. J'ai appris à rempoter des plantes. J'ai cessé de sursauter quand j'entendais son nom à la télévision ou dans des conversations de passage. Et puis un jour, j'ai réalisé que je n'attendais plus. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que j'avais accepté l'idée que je n'entendrais peut-être plus jamais sa voix, que la maternité, pour moi, s'était terminée au milieu d'une phrase. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais survécu. C'est dans cette quiétude, quand la vie a commencé à se restructurer, silencieusement, sans cérémonie, que mon frère est mort cette année-là. Nous n'étions plus très proches à la fin, mais il m'a tout laissé. Personne ne l'a vu venir, moi moins que quiconque. L'héritage, c'était de l'argent ancien, des terres, des investissements, des choses que je n'avais jamais imaginé posséder. Les gens ont commencé à m'appeler Madame Linton, comme si j'étais quelqu'un d'important. Mais je ne me sentais pas différente. J'étais toujours la femme qui préparait son thé à 6 heures, qui observait les oiseaux depuis son porche, qui avait mémorisé le son de sa propre solitude. Et puis, peu de temps après, que la nouvelle de l'héritage se soit répandue, la lettre de Chloé est arrivée. Une fille, qui ne m'avait pas parlé depuis 28 ans, m'invitait à la maison, juste à temps pour la Toussaint. Les gens disent que l'argent change tout, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il ne change pas la douleur d'être oublié. Il ne réécrit pas l'histoire, ni n'adoucit les vieilles conversations qui se sont terminées trop brusquement. Il ne ramène pas la voix d'une fille dans votre vie, ni n'efface près de 3 décennies d'absence. Ce que l'argent fait, plus que tout, c'est réorganiser la façon dont les gens vous voient. Soudain, vous n'êtes plus seulement une femme dans une maison tranquille. Vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être remarqué à nouveau. Après la mort d'Alain, l'attention est appelée depuis des années. Des voisins qui avaient toujours salué d'un signe de tête poli, mais ne m'avaient jamais invité à entrer. Les gens me demandaient comment j'allais, mais ce qu'ils voulaient vraiment savoir, c'était
Qu'allez-vous en faire ? Je n'avais pas de réponse. Je ne me sentais pas comme quelqu'un qui avait hérité. Je continuais à acheter le pain de la veille et à plier mes serviettes de la même manière. Je continuais à utiliser les sachets de thé 2 fois et à rincer les bocaux pour les réutiliser. La richesse me semblait être un costume que quelqu'un m'avait donné et que je ne savais pas comment enfiler. Mais Chloé a dû lire la nouvelle. Peut-être que quelqu'un lui a envoyé l'article, ou peut-être qu'elle l'avait mise en alerte, juste au cas où. Quoi qu'il en soit, la lettre n'a pas tardé à arriver. Une simple invitation, sans aucun sentiment pour l'adoucir. Tu es invité pour la Toussaint. Cela signifierait beaucoup pour les enfants. Il y avait ce mot. Enfants, des petits-enfants que je n'avais jamais rencontrés, des visages que je ne connaissais pas, des anniversaires que j'avais manqués. Et soudain, ce n'était pas seulement ma fille que j'avais perdue. C'était toute une branche de l'arbre généalogique que je n'avais pas été autorisée à toucher. J'ai tenu la lettre et je me suis demandé si elle serait arrivée si Alain ne m'avait pas laissé son héritage. J'ai essayé de ne pas me poser la question, mais elle revenait sans cesse, comme une marée. Pas par amertume, mais par honnêteté. Parce que je savais ce que c'était d'être invisible. Et je savais ce que c'était quand les gens décidaient que vous étiez à nouveau utile. Pourtant, quelque chose en moi s'agitait. Peut-être de la curiosité. Peut-être de l'espoir. Peut-être cette petite partie tremblante de moi qui n'avait jamais cessé de vouloir être autorisée à revenir. Pas seulement dans la maison de Chloé, mais dans l'histoire de sa vie. Voir la femme qu'elle était devenue. Regarder dans les yeux des enfants qui portaient son nom. Et y trouver quelque chose de familier, quelque chose qui disait que je n'avais pas été complètement effacée. L'argent ne réparait pas le passé. Il ne faisait pas taire le silence, mais il ouvrait une porte. Et après 28 ans dehors, une partie de moi voulait toujours la franchir. Pas pour la richesse, pas pour la reconnaissance, mais pour la chance d'être vue avant qu'il ne soit trop tard. Le domaine n'était pas extravagant selon les normes modernes, mais il avait un certain poids, le genre de poids qui se construit sur des générations, pas seulement en euros, mais en terre, en histoire, et dans la façon dont les gens prononcent votre nom, avec une inflexion différente quand vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Alain avait été réservé, méticuleux et sans complexe, à l'ancienne. Il n'avait ni enfant, ni conjoint, ni personne de proche, à part moi. Et même cette proximité s'était refroidie avec les années. Pourtant, il m'a tout laissé. Le domaine en Bourgogne, les comptes d'investissement, les meubles anciens, qu'il insistait pour garder. La maison elle-même était grande mais sans prétention, du genre qui craque aux bons endroits et sent légèrement le chêne et le tabac. Je ne l'avais pas beaucoup visitée ces dernières années. La vie s'était rétrécie, comme elle le fait souvent quand on vit tranquillement et nos conversations se s'étaient réduites à de brefs appels et à des lettres occasionnelles. Mais il s'était souvenu de moi, et pas seulement avec affection, mais avec confiance. Il a mis mon nom sur toutes les lignes importantes. Le notaire a appelé pour confirmer les détails, et je me souviens de la pause dans sa voix quand j'ai répondu, comme s'il s'attendait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus impliqué. Mais Alain savait. Il savait qui était resté à ses côtés quand personne d'autre n'avait de raison de le faire. La nouvelle était parue dans une chronique économique locale, juste quelques paragraphes entre les cours de la bourse et les ventes immobilières. Mais quelqu'un l'a trouvée. Il y a toujours quelqu'un. Et de là, l'onde de choc a commencé. Je le remarquais dans la façon dont les gens s'attardaient d'un peu plus longtemps dans les conversations, dans le ton soudainement joyeux du message vocal d'un vieil ami, dans la gentillesse soudaine et particulière de l'invitation de Chloé, si soigneusement chronométrée qu'elle aurait presque pu passer pour une coïncidence. C'est étrange, la vérité. Pendant des années, j'avais été la femme abandonnée, la mère oubliée. Personne n'est venu me chercher. Personne ne m'a demandé ce que j'avais perdu. Mais dès que je suis devenue une héritière, si on peut m'appeler ainsi, je suis devenue quelqu'un digne d'être rappelé. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer de l'ironie de tout cela. Je n'ai pas répondu à l'invitation de Chloé tout de suite.
Je l'ai laissée sur le manteau de la cheminée et je la lisais chaque matin, comme si elle allait me dire quelque chose de nouveau. Mais elle restait la même, froide, polie, sans émotion. Pas un mot sur le passé, pas une once d'excuse. Juste les coordonnées pour un repas, comme si tout ce dont nous avions besoin était une table et un peu de dinde pour recoller les morceaux que 28 ans avaient brisés. Je me demandais si elle pensait que j'allais arriver souriante, reconnaissante d'avoir été réinvitée. Si elle pensait que l'argent avait ramolli mon caractère. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est ce que la fortune ne m'avait pas changé. Elle m'avait simplement rendue visible. Et maintenant que l'on me voyait enfin à nouveau, je n'avais aucune intention de redevenir la femme qu'ils avaient autrefois oubliée. Les invitations ont un poids particulier quand elles sont enveloppées d'histoire. Pas le genre que l'on encadre ou que l'on conserve dans des albums, mais le genre que l'on sent entre ses côtes, serrées et tacites. La carte de Chloé s'est restée sur mon manteau de cheminée pendant presque une semaine. Je la lisais le matin avec mon thé, la tenant comme quelque chose de fragile, essayant de comprendre ce qu'elle me demandait exactement. Une place à table? Une performance? Un don? Cela ne ressemblait pas à un geste de réconciliation. Cela ressemblait à une transaction. Une douce requête entre les lignes, trop soignée pour être appelée une faveur, mais assez évidente pour que je puisse en sentir la forme. Il ne s'agissait pas seulement des enfants. Ce n'était pas seulement la Toussaint. C'était une audition. Un test pour voir si je me présenterais, si je me comporterais bien, si je m'intégrerais parfaitement dans une version du passé que nous n'avions jamais vécue, mais que nous pouvions prétendre pendant un après-midi. J'ai continué à attendre une deuxième lettre. Une qui dirait « Je suis désolée ». Une qui dirait « Tu m'as manqué ». Mais elle n'est jamais venue. Juste cette unique et froide invitation, me demandant de me présenter sans reconnaître ce qu'il lui avait coûté de me faire disparaître en premier lieu. Je l'imaginais à sa table de cuisine, la rédigeant. L'écriture, c'était la sienne, oui, mais il y avait quelque chose de formel, comme si elle l'avait rédigée 3 ou 4 fois avant de la glisser dans l'enveloppe finale. Elle m'avait appelée mère dans la salutation. Pas maman. Pas le nom qu'elle criait au milieu de la nuit quand elle avait de la fièvre. Juste mère. Un titre, un substitut. C'est ce que j'étais devenue pour elle, je suppose. Une catégorie qu'elle pouvait rouvrir maintenant qu'elle venait avec une valeur ajoutée. Pourtant, quelque chose en moi ne me laissait pas la jeter. Pas parce que je croyais qu'elle me voulait pour des raisons légitimes, mais parce qu'au fond, j'avais besoin de voir de mes propres yeux. J'avais besoin de savoir ce qu'elle était devenue. Ce que nous étions devenus, j'avais besoin de regarder dans les yeux de la femme que j'ai élevée et de découvrir si elle m'avait vraiment enterrée, ou si une partie d'elle avait attendu, comme moi, que le silence se brise. Alors j'ai acheté une robe. Simple, d'un gris doux, le genre que l'on porte quand on ne veut pas avoir l'air d'avoir fait trop d'efforts, mais qu'on veut quand même qu'on se souvienne de vous. Je l'ai repassée 3 fois avant de la mettre dans mon sac de voyage. J'ai répété des réponses aux questions qu'elle pourrait me poser. J'ai pratiqué ma respiration pour endurer les banalités qui font si mal quand on prétend que tout va bien. La nuit avant de partir, je me suis tenue devant le miroir, l'invitation dans une main, un verre d'eau tremblant dans l'autre, et j'ai dit à voix haute, ne m'adressant à personne d'autre qu'à mon reflet. Je n'y vais pas pour être pardonnée. J'ai fait une pause, j'ai avalé ma salive. J'y vais pour être vue. Le trajet était long, mais pas inconnu. J'avais parcouru ce même tronçon de route quand Chloé était petite, son sac à dos cahotant sur la banquette arrière, parlant toute seule à ses peluches. Je connaissais tous les relais routiers et les panneaux publicitaires sur le chemin de sa maison, quand j'y étais encore la bienvenue. Mais cette fois, la route me semblait étrangère. Les pointes de repère avaient changé, ou peut-être que c'était moi. Je suis arrivée dans son allée quelques minutes après midi, plus tôt que prévu, mais trop tard, luxueuse, mais soignée, comme le sont les choses quand quelqu'un veut faire bonne impression sans avoir l'air de s'en soucier. 3 autres voitures étaient déjà garées devant. Je suis restée assise un moment, le moteur tournant, le cœur battant la chamade. Puis j'ai tourné la clé, je suis sortie de la voiture et j'ai ajusté mon manteau. C'est elle qui a ouvert la porte.
pas d'étreinte. Pas d'expression, juste un clignement de surprise qui n'a pas duré assez longtemps pour être considéré comme une émotion. « Tu expliques-moi » a-t-elle dit, comme si la possibilité que je me présente avait été théorique jusqu'au moment où je me suis plantée sur son porche. J'ai hoché la tête. « Tu m'as invité. » À l'intérieur, ça sentait le romarin et le rôti. La table était déjà mise. Serviette en lin, couverte polie, carton avec des noms écrits de la même écriture soignée que j'avais vue sur l'enveloppe. Le mien disait Hélène. Pas maman, même pas mère, juste Hélène. Comme une parente éloignée que quelqu'un avait demandé d'inclure par obligation. Il y avait des enfants dans le salon, 2 garçons et une fille, aucun de plus de 12 ans. Ils me regardaient comme le font les enfants quand ils connaissent votre nom mais pas votre histoire. Chloé m'a présenté brièvement, comme une note de bas de page, dans une conversation sur laquelle elle ne voulait pas s'attarder. « Voici Hélène, leur a-t-elle dit. C'est ma mère. » La pause avant le mot n'était pas longue, mais je l'ai senti se coincer dans ma gorge. Je me suis assise à table, à 2 chaises d'elle, entre la petite fille et un homme plus âgé que j'ai supposé être son mari. Il était aimable, comme le sont les hommes polis. Il souriait souvent et parlait peu. Il m'a offert du vin. J'ai accepté. J'en ai bu une gorgée lentement. Le repas a commencé par des banalités. Le temps, les nouvelles de l'école, à quelle pointe les enfants avaient grandi. J'ai souri quand il le fallait. J'ai hoché la tête quand on s'y attendait. Chloé parlait comme une hôtesse. J'ai reconnu cette version d'elle, contrôlée, sereine, répétée. Elle a passé la phase sans me regarder. Et pourtant, j'étais là, assise à la même table à laquelle elle avait juré de ne jamais me laisser m'approcher à nouveau. Elle m'avait fait une place, pas avec chaleur, pas avec pardon, mais avec sa présence. Et dans ce petit espace mesuré entre son silence et ma retenue, quelque chose d'indescriptible flottait au-dessus de la sauce à OZRL et des patates douces. Ce n'était pas la réconciliation, pas encore. Mais c'était le premier plat de quelque chose que nous n'avions pas goûté depuis des années. La proximité. Les enfants ont une façon de révéler des vérités que les adultes s'efforcent de cacher. Ils ne le font pas exprès, bien sûr. Ils disent simplement ce qu'ils savent ou, plus souvent, ce qu'on leur a appris à ne pas demander. J'étais à mi-chemin de ma 2e portion de haricots verts quand la plus jeune, la petite fille avec les yeux de Chloé, m'a regardée et a demandé « Tu étais la maîtresse de maman ?» La table est devenue silencieuse. Juste une seconde, mais assez longtemps pour que tout le monde entende la question. Chloé s'est figée, sa fourchette en l'air. Son mari a toussé et a attrapé la saucière, comme s'il pouvait changer le cours de la conversation par la force. J'ai souri doucement et je me suis raclé la gorge. « Non, ma chérie, je suis sa grand-mère. » Elle a cligné des yeux, comme si elle traitait le mot. Elle a froncé les sourcils. « Mais maman nous a jamais dit qu'on avait une grand-mère. » J'ai hoché la tête lentement, sans la quitter des yeux, et sans regarder Chloé. « Eh bien, si, tu en as une, » lui ai-je dit. « Et je suis très heureuse de te rencontrer. » Elle n'a pas répondu tout de suite, a juste regardé son assiette, puis sa mère. Chloé a esquissé un sourire forcé, le genre qui ressemble à une excuse mais ne veut rien dire. Elle n'a pas corrigé sa fille, elle n'a pas donné plus d'explications. Elle a simplement dit « Mange, ma chérie » et lui a passé le pain, comme si ce moment n'avait pas divisé la pièce en 2. Je suis restée assise là, mâchant lentement, savourant chaque mot qui n'avait pas été dit. Ces enfants, mes petits-enfants, n'avaient aucune histoire sur moi. Il n'y avait pas de « quand j'avais ton âge ». Il n'y avait pas de photo de moi avec leur mère. Ils ne m'appelaient ni par mon nom, ni mamie, ni rien du tout. Pour eux, j'étais une étrangère, et pas par accident. C'est une chose de perdre sa fille. C'en est une autre de réaliser qu'elle vous a si complètement effacé que la génération suivante ne sait même pas qui vous êtes.
Il n'y avait aucune curiosité sur leur visage, aucune étincelle de reconnaissance. Juste une confusion polie, comme lorsqu'on rencontre un invité à une fête dont on ne vous a pas prévenu. Je les ai regardés rire, se disputer et se passer les plats, et j'ai pleuré les années où je n'avais pas vu les premiers pas, les premières dents, les premiers récitals. J'avais tout manqué, non pas parce que j'avais choisi de le faire, mais parce que quelqu'un avait décidé que je ne méritais pas l'invitation. Chloé a maintenu la conversation. Elle a interrogé son mari sur son bureau. Elle a fait l'éloge de la sauce aux érelles. Elle ne m'a pas regardé directement une seule fois, mais ses enfants, eux, l'ont fait. Des regards furtifs, puis plus longs, comme s'ils essayaient de me faire entrer dans l'histoire qu'on ne leur avait jamais racontée. Et dans ce silence, entre la purée de pommes de terre et la tarte à la citrouille, j'ai réalisé quelque chose à quoi je n'étais pas préparée. On peut vivre assez longtemps pour voir son propre enfant devenir un gardien. Et quand il ferme cette porte, il ne vous exclut pas seulement vous. C'est tout ce qui vous liait à la famille que vous pensiez autrefois être en train de construire. Après que la tarte a été coupée et les assiettes débarrassées, les enfants se sont retirés dans le salon, leur rire flottant dans le couloir, comme une langue que je comprenais autrefois mais que je ne parlais plus. Les adultes sont restés à table, buvant du café, desserrant leur ceinture, prétendant que des estomacs pleins pouvaient adoucir les bords tendus d'une réunion inconfortable. Chloé était en train de ramasser les assiettes quand son mari s'est tourné vers moi avec un sourire aimable et une question qui aurait pu être innocente, si tant est que quelque chose puisse être innocent. « Alors, Hélène, a-t-il dit, remuant la crème dans sa tasse. « Comment ça va ?» C'était le genre de question que les gens posent quand ils veulent avoir l'air intéressés sans être indiscrets. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui n'était pas désinvolte. Il était curieux, un peu trop intentionnel. Et puis il a ajouté, comme si cela clarifiait les choses. « Vous savez, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, seul ?» Le mot est resté suspendu dans l'air, plus lourd qu'il n'aurait dû. Seul. Je pense qu'il le disait avec gentillesse, mais ça a piqué, parce qu'il ne savait pas à quel point ce mot était profond. Seul n'était pas seulement la façon dont j'étais arrivée, c'était la façon dont j'avais passé 28 vacances. C'était la façon dont je m'étais endormie pour des anniversaires sans bougie. C'était la façon dont j'avais attendu près d'un téléphone qui n'a jamais sonné. Je pouvais sentir la tension de Chloé de l'autre côté de la pièce, le dos tourné vers nous alors qu'elle lavait les assiettes. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a pas interrompu. Elle m'a laissé répondre, ou pas, comme si cela ne lui importait pas. J'ai pris une gorgée de café pour gagner du temps. La tasse était chaude entre mes mains, solide d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis que j'étais entrée dans la maison. Je l'ai regardé, cet homme qui partageait le lit de ma fille, qui était le père des enfants que je n'avais pas été autorisée à connaître, et j'ai décidé de lui dire une partie de la vérité. « Je suis ici, » ai-je dit doucement, « parce que quelqu'un s'est enfin souvenu que j'existais. » Il a cligné des yeux, et une expression de malaise a traversé son visage. Je ne voulais pas dire... J'ai levé une main délicatement, non pas pour le réprimander, mais pour le libérer de son engagement. Ce n'est rien. Je suis habituée aux questions sans réponse facile. Chloé ne s'était toujours pas retournée, mais j'ai vu ses épaules bouger légèrement. Elle l'écoutait. Elle écoutait toujours, même si elle ne disait jamais un mot. Il a hoché la tête lentement, absorbant plus que les simples mots. C'était le genre d'homme qui comprenait le sous-texte. Je le savais. Et peut-être qu'il ne connaissait pas toute l'histoire, mais il en avait maintenant vu quelques contours, le siège vide que j'occupais, le silence qui enveloppait ma présence comme un linceul. J'ai posé ma tasse sur la table, la céramique cliquetant légèrement contre la soucoupe. Être seul n'est pas toujours un choix, ai-je ajouté, mais parfois ça devient une force. Il n'a pas argumenté, et Chloé ne parlait toujours pas, mais je l'ai vu dans son dos, dans la façon dont ses mains se sont arrêtées dans l'évier. Elle m'avait entendu, et pour la première fois de la journée, quand les enfants s'étaient complètement retirés dans leurs écrans, et que les adultes avaient commencé à se détendre. Chloé l'a servi elle-même, un vin rouge d'aspect coûteux, du genre qui n'a pas besoin d'explication sur l'étiquette.
Elle ne m'a pas demandé si j'en voulais, elle a simplement rempli le verre devant moi, sans un mot. C'était le geste le plus proche d'un contact que nous avions partagé de toute la journée. Son mari s'est levé de sa chaise avec un sourire qui suggérait qu'il pensait à ce moment depuis un certain temps. « Nous devrions porter un toast », a-t-il dit en levant son verre. « À la famille, au fait d'être ensemble. » Il a regardé Chloé en le disant, et je l'ai vu hocher légèrement la tête, comme si elle acceptait d'un contrat qu'elle n'avait pas lu attentivement. Puis tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'étais pas préparée à ça. Je n'étais préparée à rien de tout ça, mais surtout pas à la partie où l'on me demanderait de trinquer avec des gens qui n'avaient pas prononcé mon nom depuis des années. J'ai levé mon verre lentement, mes doigts effleurant la tige, et je me suis levée. Mes genoux étaient raides, non pas à cause de l'âge, mais à cause du poids d'avoir tout gardé à l'intérieur toute la journée. « À la famille », ai-je répété doucement. Puis j'ai fait une pause, regardant autour de la table, les visages que je ne connaissais pas, la femme que j'avais autrefois bercée dans mes bras, maintenant raide et silencieuse. « À ceux que nous tenons près de nous, ai-je ajouté, et à ceux que nous laissons s'échapper. » Personne n'a bougé. « Aux histoires que nous ne racontons pas, ai-je continué, ma voix plus ferme, et à celles que nous réécrivons en espérant que personne ne se souvienne du premier jet. » Chloé a serré les doigts autour de son verre de vin, ses yeux fixés sur la nappe. Je n'étais pas en colère, je n'essayais pas de blesser qui que ce soit. J'étais juste fatiguée. Fatiguée de faire semblant, fatiguée d'agir comme si je n'avais pas été invisible pendant près de 3 décennies, comme si je n'avais pas été de l'autre côté d'une porte fermée, attendant que quelqu'un se souvienne que j'étais là. Et à la possibilité, ai-je terminé, que parfois, après que suffisamment de temps a passé, nous retrouvions notre chemin. Non pas parce que nous avons oublié le passé, mais parce que nous sommes enfin prêts à y faire face. J'ai levé mon verre. Chloé n'a pas levé le sien. Son mari, si, lentement. Ses beaux-parents aussi. Il y a eu un cliquetis gêné de verre, un murmure d'accords, mais les mots semblaient plus lourds que le moment ne pouvait le supporter. J'ai bu une gorgée et je me suis rassise, l'air notablement plus tendu qu'auparavant. Chloé a levé les yeux alors, juste une fois. Ses yeux ont rencontré les miens, et pendant une seconde, j'ai vu la jeune fille, qui riait avec tout son visage. Mais le regard a disparu aussi vite qu'il était venu. Elle a cligné des yeux, a détourné le regard et a cherché une serviette dont elle n'avait pas besoin. Le toast était terminé. La pièce avait changé, mais quelque chose s'était interposé entre nous. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était une vérité que personne ne pouvait reprendre. Après le toast, personne ne savait vraiment quoi dire. La conversation avançait par à-coups, comme une voiture qui essaye de démarrer avec un réservoir vide. Chloé a rempli des verres d'eau déjà pleins. Son mari a fait l'éloge de la tarte 2 fois. Ses beaux-parents ont murmuré poliment à quel point tout était délicieux. Mais l'ambiance avait changé. Non pas comme une tempête le fait, avec du bruit et des avertissements, mais comme une pièce silencieuse où quelqu'un vient de dire la vérité. Et maintenant, personne ne sait comment se comporter. J'ai regardé Chloé se déplacer dans la pièce, un fantôme dans sa propre maison. Polie, précise, jouant un rôle. Elle avait toujours été douée pour ça. Même enfant, elle savait comment se présenter, de la manière dont elle pensait que les autres avaient besoin qu'elle soit. Je pensais que c'était de la maturité. Maintenant, je me demandais si ce n'était pas une armure. Nous avons passé le dessert sans autre explosion, bien que je puisse la sentir m'observer du coin de l'œil. Les enfants sont revenus brièvement pour dire bonne nuit, l'un d'eux faisant un signe de la main rigide, l'autre trop distrait pour même de me regarder. La petite fille, celle qui m'avait demandé si j'étais une maîtresse, a serré sa mère fort dans ses bras et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Chloé n'a pas répondu, mais son visage a changé. Je ne pouvais pas l'interpréter. La cuisine est devenue plus calme une fois qu'ils sont partis. Il y avait le bruit des assiettes, de l'eau qui coule, et un silence s'est installé entre Chloé et moi, plus profonde que tous les mots que nous avions échangés.
Son mari s'est excusé et a disparu dans le couloir, et pour la première fois de la journée, nous étions seuls. Elle me tournait le dos, près de l'évier, comme avant. Ses mains se déplaçaient lentement sur une cuillère, la frottant alors qu'elle était déjà propre. J'ai attendu. J'avais attendu pendant des années. Qu'est-ce que quelques minutes? De plus, puis, à voix basse, elle a parlé. « Tu n'aurais pas dû venir », a-t-elle dit. Pas avec colère, pas d'accusation, juste un fait. « Je sais », ai-je répondu. Elle s'est retournée, me regardant enfin. Ses yeux étaient en rouge, mais secs. « Je pensais que si je t'invitais, tu refuserais, ou que tu l'ignorerais. C'est juste que sa voix s'est éteinte, et puis je l'ai vue. Ce n'était pas du ressentiment, ni de la rébellion. C'était de la peur. Une peur profonde et enfouie que si elle ouvrait la porte trop grande, tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait sous le poids de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Je n'étais pas sûre de venir non plus, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête, les coins de ses lèvres se contractant comme si elle voulait dire autre chose, mais les mots restaient coincés. Nous sommes restés là, debout, un long moment. Deux femmes liées par quelque chose de plus fort que le sang. La douleur de tant d'années perdues. Cette réunion de la Toussaint n'a pas été remplie de rires, ni de deuxième portion, ni de traditions retrouvées. Elle ne ressemblait pas au genre de retrouvailles que l'on voit dans les films de Noël, mais c'était honnête, et peut-être que c'était le maximum que l'on pouvait espérer après 28 ans de silence. Nous n'avons plus vraiment parlé de la nuit. Chloé m'a offert la chambre d'amis avec un geste bref et pratique, et j'ai accepté. Je suis restée éveillée pendant des heures, regardant le ventilateur de plafond tracer de lents cercles au-dessus de moi. La maison était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel des murs, du bruit du lave-vaisselle terminant son cycle, et du faible murmure de voix derrière la porte fermée de la chambre. Je ne savais pas s'ils se disputaient ou s'ils parlaient simplement à voix trop basse pour que je puisse les entendre. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas écouté. J'en avais assez entendu. Je n'étais venue avec aucun plan, malgré ce qu'elle pouvait penser. Je n'avais pas apporté la lettre du notaire, glissée dans mon sac à main comme un atout. Je n'avais pas apporté de documents avec des promesses d'héritage. La vérité, c'est que je n'ai jamais pensé à dire quoi que ce soit sur le testament. Pas ce soir-là. Pas alors. Je n'étais pas venue pour lui jeter l'argent au visage, ni pour le lui offrir comme un prix qu'elle ne gagnerait que si elle se comportait bien. Mais maintenant, allongée dans ce lit d'amis, toujours dans la robe que je n'avais pas pris la peine d'enlever, je ne pouvais m'empêcher de penser à Alain. Comment il m'avait demandé, des mois avant que sa santé ne se détériore complètement, « Tu penses qu'elle viendra si c'est toi qui as quelque chose à lui donner ?» Je me souviens avoir secoué la tête. « Elle ne viendra pas pour moi, lui avais-je dit. Elle ne sait même plus qui je suis. » Il était resté silencieux un long moment. Quand il a finalement parlé, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Alors, assure-toi qu'elle s'en souvienne, même si c'était la dernière chose que tu lui donnes. » Il savait. Il avait toujours su. Le testament était clair. Tout ce qu'il m'a laissé passerait, avec le temps, à qui je choisirais. Je n'avais pas d'enfant, pas d'autre nom, et bien que les avocats aient insisté pour que je désigne des bénéficiaires et des contingences, j'ai gardé les choses simples. J'ai décidé, en silence, de tout laisser à ses enfants. Non par obligation, mais parce que je voulais qu'ils aient ce que je n'ai jamais pu donner à Chloé. La stabilité. Une fondation, un avenir sans silence entre les briques. Mais je ne le lui ai jamais dit, parce que j'avais besoin qu'elle me voie, moi. Pas ce que j'avais, pas ce que je pouvais faire pour elle, mais moi. Cette nuit-là, je me suis endormie juste avant que le ciel ne commence à virer au matin. J'ai rêvé d'une maison avec toutes les portes ouvertes, les fenêtres grandes ouvertes, le vent se déplaçant librement d'une pièce à l'autre. Chloé était debout dans la cuisine dans ce rêve, pieds nus, fredonnant. Quand je me suis réveillée, le fredonnement avait disparu parce que je voulais savoir si elle me voyait toujours comme quelqu'un qu'elle avait déjà enterré, ou comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu à nouveau. Et après ce repas de Toussaint, je n'étais pas sûre de la vérité qui me faisait le plus mal.
le fait qu'il ait fallu 28 ans pour un moment comme celui-ci, ou qu'il soit venu avec tant de nœuds sous la table. Le matin est arrivé avec ce silence qui ne se produit que lorsque quelque chose de non dit a finalement commencé à s'agiter. Je me suis réveillée au son des assiettes cliquetant doucement dans la cuisine, l'arôme du café montant les escaliers comme une invitation prudente. Je me suis habillée lentement, pliant la couverture au pied du lit par habitude, comme si être ordonnée pouvait me rendre plus petite, plus facile à garder. Quand je suis sortie dans le couloir, Chloé était déjà là, près de la cuisine, en chaussons, comme je la voyais adolescente quand elle préparait des macaronis au fromage en boîte à minuit. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entrée. « Il y a du café » a-t-elle dit, sa voix douce, presque tendue. « Et des œufs, si tu veux. » Je me suis servi une tasse, et je me suis assise au bout de l'îlot, la regardant de dos. Ça avait toujours été comme ça entre nous. Des conversations par le mouvement, des excuses par les actions. Nous n'étions pas faites pour les déclarations. Nous ne l'avions jamais été. Mais quelque chose changeait. Je le sentais dans la façon dont elle se déplaçait, plus lentement que d'habitude, dans la façon dont ses épaules n'étaient pas contractées comme une armure. Elle a posé sa spatule et s'est retournée. Son visage était pâle, fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. « Je ne savais pas comment t'inviter sans avoir l'air d'une hypocrite, » a-t-elle dit, me regardant enfin dans les yeux. « Je ne pensais même pas que tu viendrais. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer. « J'ai été en colère pendant si longtemps, » a-t-elle dit, s'entourant de ses bras comme si elle avait besoin du réconfort de son propre corps. Je pensais que si je restais en colère, je garderais le contrôle. Que te tenir à l'écart me protégerait, d'une certaine manière. De la déception, de la douleur, d'avoir à faire face à des choses que je ne voulais pas voir. Bon, sa voix s'est brisée. Elle n'a pas essayé de le cacher. Mais je ne t'ai dit, mais je ne leur ai pas dit, a-t-elle chuchoté. Les enfants, je ne leur ai jamais parlé de toi. Pas parce que je te détestais, mais parce que je ne savais pas comment l'expliquer. Comment leur dire que je suis partie et que je n'ai tout simplement jamais regardé en arrière. Je suis restée immobile, mes mains berçant ma tasse comme si la chaleur pouvait m'empêcher de trembler. « Je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait, » a-t-elle dit. Je ne m'en souciais pas, à l'époque. Mais quand j'ai vu l'article, quand j'ai réalisé que tu avais été là, à vivre ta vie, sans moi, sans aucun de nous, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Elle a abaissé les yeux, puis les a relevés. La honte. La pièce a retenu son souffle. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle ne m'avait pas invitée par cupidité, pas vraiment. Elle m'avait invitée parce que le silence était devenu plus lourd que le ressentiment. Je me suis approchée du comptoir, pas pour une étreinte, pas pour une réconciliation dramatique, juste pour lui tendre la main. Et quand elle a posé la sienne dans la mienne, je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais. Il n'y qu'en avait pas besoin. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de mots, juste de la présence, et la décision tranquille de recommencer. Nous sommes restées assises dans la cuisine un long moment, nos mains posées l'une sur l'autre sur le comptoir, sans rien dire. La maison n'était silencieuse, le genre de silence qui ne vient pas de l'absence, mais de la retenue du souffle. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, le faible tic-tac de l'horloge murale, le lent goutte à goutte d'un robinet mal fermé. Tous les sons semblaient plus forts maintenant, comme si le silence leur avait enfin donné de l'espace. J'ai regardé les doigts de Chloé contre les miens. Ils étaient plus vieux maintenant, plus fins, ses jointures plus douces que dans mon souvenir. C'est alors que j'ai réalisé combien d'années j'avais manqué, non seulement de sa vie, mais de ce qu'elle était devenue. Elle me ressemblait, et je me suis demandé si elle l'avait déjà remarqué dans le miroir avant de décider de m'effacer. Finalement, elle a retiré sa main et s'est servie du café. Les larmes avaient séché, mais quelque chose restait sur son visage, une expression ouverte, vulnérable, sans défense, que je n'avais pas vue depuis qu'elle était une petite fille essayant de ne pas pleurer pour un jouet cassé.
Je pouvais le sentir pressé sur ma poitrine, le secret que j'avais gardé, celui que je n'avais aucune intention de partager, mais qui maintenant me semblerait cruel à cacher. J'ai pris une gorgée de ma tasse et j'ai parlé lentement. Alain m'a tout laissé, ai-je dit. La maison, le domaine, les terres, tout. Chloé a levé les yeux, un éclair de confusion dans le regard. Je l'ai lu, l'article. Je sais, ai-je dit. Mais je ne l'ai pas gardé. J'ai pris des dispositions. J'ai déjà rencontré le notaire. Ça va être transféré. À qui ? A-t-elle demandé, bien que je puisse voir la réponse sur son visage avant qu'elle ne la dise. À tes enfants, ai-je répondu. Quand ils seront plus grands, quand ils pourront l'utiliser pour quelque chose d'important, l'université, une maison, un nouveau départ, ce dont ils auront besoin. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Ses doigts se sont resserrés autour de sa tasse. Tu n'avais pas à faire ça. Je sais, ai-je dit. Mais je le voulais. Elle a secoué la tête, une fois, en silence. Pourquoi ? Ce n'était pas une question défensive, ni accusatrice. C'était petit, sincère. Je l'ai regardé longuement, parce que je voulais qu'ils sachent qu'on ne les a jamais oubliés, même si je n'ai jamais eu la chance de les connaître. Je voulais qu'ils aient une part de leurs origines, même si tu ne leur as jamais dit que j'existais. Ça était la note. C'est alors qu'elle a détourné le regard, fixant la fenêtre comme si elle essayait de trouver quelque chose de familier dans les arbres. Ils méritent un nouveau départ, ai-je ajouté. Un qui ne soit pas marqué par de vieilles blessures. Ses épaules se sont affaissées. Le silence nous a de nouveau enveloppés. Ce n'était pas une révélation dramatique. Pas d'exclamation, pas de cri de gratitude. Juste le changement silencieux de quelque chose entre nous. Une vieille douleur qui s'exhalait. Un mur qui commençait à peine à céder. Je n'avais pas gardé le secret par fierté, mais par protection. Je ne voulais pas acheter son amour. Je voulais juste laisser derrière moi quelque chose de meilleur que ce que nous avions construit. Elle ne m'a pas remerciée, du moins pas avec des mots, et je ne m'y attendais pas. La gratitude est une langue qui prend du temps à réapprendre quand votre vocabulaire a été façonné par l'absence. Mais quelque chose en elle a changé après ce matin-là. Elle se déplaçait plus lentement, elle regardait plus fixement. Elle faisait une pause avant de parler. Il n'y a pas eu de grandes excuses, pas de chaleur soudaine, juste de petites choses. Elle m'a offert les restes. Elle m'a demandé si je voulais une autre tasse de thé avant de partir. Elle a touché mon épaule en passant à côté de moi dans le couloir. Ce n'était pas le pardon, c'était quelque chose de plus silencieux, une détente, une admission tacite que peut-être l'histoire qu'elle s'était racontée toutes ces années n'était pas la seule version qui méritait d'être racontée. Je suis partie de la maison peu après midi. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, appuyée contre le cadre comme elle le faisait quand elle attendait que ses amis viennent la chercher adolescente. Nous ne nous sommes pas étreintes. Nous n'étions pas prêtes pour ça. Mais nous sommes restées là un moment, toutes les deux, essayant de mémoriser l'autre différemment cette fois, sans les bordures, sans le bruit. Je leur dirai, a-t-elle dit alors que je descendais les marches du porche. Les enfants. À propos de toi. De tout. J'ai hoché la tête. Commence par les bonnes parties. Elle a presque souri. Presque. En m'éloignant en voiture, j'ai pensé aux choses que je lui avais données. Des choses qu'elle n'avait pas demandées et qu'elle n'avait peut-être même pas réalisé qu'elle avait reçues. Une mère qui était là même quand elle ne le voulait pas. Une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un avenir pour ses enfants sans le poids de vieux ressentiments. Je lui ai donné ma présence, et le silence, et puis, enfin, de l'espace. Mais j'ai aussi récupéré quelque chose. J'ai récupéré la version de moi-même que j'avais abandonnée il y a des années. Celle qui avait cessé d'écrire des lettres parce qu'elle était fatiguée,
de ne pas en recevoir en retour. La femme qui avait appris à se rétrécir pour s'adapter à l'amertume de quelqu'un d'autre. La mère qui avait été traitée comme une ombre et avait oublié ce que c'était que d'être réelle. Je ne suis pas partie de sa maison plus légère. La guérison ne fonctionne pas comme ça. Sachant que je n'avais pas supplié, pas négocié, pas changé pour devenir quelque chose qu'elle pourrait accepter. J'y suis allée telle que j'étais. J'ai offert ce que je pouvais et puis je suis partie, n'ayant besoin de rien de plus. C'est ce que j'avais récupéré. La dignité que je n'avais même pas réalisé avoir perdue il y a tant d'années, quand j'attendais près de la fenêtre en espérant qu'elle se souviendrait de moi sans l'attrait d'un héritage. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Certaines ne se terminent jamais. Mais celle-ci, la nôtre, était enfin en train de changer. Non pas vers ce qu'elle aurait pu être, mais vers ce que, honnêtement, douloureusement et silencieusement, elle était devenue. J'ai conduit jusqu'à la maison par les routes secondaires, évitant l'autoroute, laissant les arbres et les virages lents démêler quelque chose en moi que je ne savais pas être encore noué. Les feuilles d'automne se raréfiaient, les dernières s'accrochant aux branches, comme un adieu qui s'attardait quelques secondes de trop. Je n'ai pas pleuré, je n'en avais pas besoin. Certaines vérités s'installent si profondément en vous qu'elles ne laissent aucune place aux larmes. Ce que je ressentais était plus calme que la tristesse, plus profond que le soulagement. C'était une sorte de savoir. J'étais entrée dans cette maison comme une étrangère. Je m'étais assise à sa table comme une invitée. Mais je n'avais pas joué le rôle qu'elle attendait. Je n'avais pas supplié d'être autorisée à revenir. Je n'avais pas brandi ma richesse ou mon repentir comme une invitation désespérée. J'y suis simplement allée telle que j'étais. Imparfaite, calme, sans peur. Je pense que cela l'a déconcertée. Je pense que pour la première fois, elle m'a vue. Non pas comme la mère qu'elle avait fuie, mais comme une femme qu'elle ne pouvait pas réduire au passé. Chloé avait construit son identité sur mon absence. Sa colère lui avait donné une structure, son silence une sorte de sécurité. Mais assise en face de moi, écoutant comment je parlais, voyant comment je n'essayais pas de réparer ce qui était cassé, elle a été forcée de voir quelque chose d'inconfortable. Pas une méchante, pas une victime, mais un reflet. Les choses qu'elle avait détestées en moi étaient, en partie, les morceaux qu'elle ne voulait pas voir en elle-même. C'est ce que j'étais devenue. Pas sa gardienne, pas son ennemie, mais son miroir. Et les miroirs ne m'entendent pas. Ils sont juste là, silencieusement, reflétant ce qui est placé devant eux. C'est peut-être pour ça qu'elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux pendant le dîner. C'est pourquoi elle a hésité quand sa fille a demandé qui j'étais. C'est pourquoi elle n'a pas argumenté quand je lui ai dit que j'avais donné l'héritage à ses enfants plutôt qu'à elle. Elle commençait à voir ce qui avait vraiment été perdu. Ce n'était pas de l'argent, ni du temps, mais le coup de porter une histoire trop longtemps sans se demander si elle était encore vraie. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite. Je n'attends pas de carte de Noël, d'appels téléphoniques, ou l'adoucissement soudain que les gens décrivent dans les histoires où tout finit bien. Mais je crois que quelque chose a bougé. Et les mouvements, aussi petits soient-ils, créent des fissures. Et les fissures, lorsqu'on les laisse sans surveillance assez longtemps, laissent entrer la lumière. Peut-être qu'un jour, elle appellera. Peut-être qu'un jour, ses enfants viendront me rendre visite. Peut-être qu'un jour, je m'assiérai en face d'elle, non pas comme un fantôme de ce que j'étais, mais comme une personne qu'elle veut enfin connaître. Mais si ce jour n'arrive pas, j'aurai quand même ceci, que je me suis présentée, que je suis restée entière, que j'ai dit ma vérité sans rien demander en retour, et que quand je suis partie, je n'étais pas vide. J'ai été vue, enfin. Ne serait-ce que pour un moment, je n'étais plus effacée. On s'était souvenu de moi. Certaines histoires n'ont pas besoin d'une fin dramatique. Elles ont juste besoin d'une fin honnête. Je ne suis pas partie de la maison de Chloé avec une étreinte. Je ne suis pas partie avec des promesses de visite ou de traditions renouvelées. Je suis partie avec quelque chose de plus difficile à retenir, mais d'une certaine manière plus précieux. Une vérité silencieuse que, pour la première fois en 28 ans, elle m'a vue. Non pas comme la mère qu'elle a laissée derrière elle, mais comme une femme qui a survécu à l'oubli.
J'ai passé des années à croire que le silence signifiait l'échec. Que si une feuille ne vous appelle plus « maman », cela signifie que vous avez perdu. Mais parfois, la perte n'est pas la vôtre. Parfois, c'est ce qu'ils perdent en vous repoussant. Elle ne le dira peut-être jamais à voix haute. Elle n'appellera peut-être jamais juste pour parler. Mais je sais que le miroir que j'ai laissé derrière moi continuera de lui montrer ce qu'elle a essayé de ne pas voir. À quoi ressemble l'amour après la douleur? À quoi ressemble la force sans excuse? Et moi, je n'attends plus. Je vis. Et quand mes petits-enfants seront assez grands pour demander qui j'étais, ils n'entendront pas mon histoire de la bouche d'un étranger. Ils l'entendront dans leur propre vie, parce que je ne suis pas venue pour réclamer le passé. Je suis venue pour laisser derrière moi quelque chose qui comptait. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si elle a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Découvrez un autre voyage authentique en cliquant à gauche et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires.